Bonjour à tous, on va commencer, presque à l'heure. Ah oui, c'est bon, on est à l'heure. Merci d'être là. Je vais commencer par les présentations, puisque j'ai pris la parole, je vais me présenter. Je m'appelle Étienne Millien, bonjour, je suis directeur d'une structure qui s'appelle l'Association pour l'éducation aux médias, qui représente les acteurs de la presse écrite, quotidienne et magazine, dans le champ de l'éducation aux médias. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci d'être là aussi. Moi, je m'appelle Aude, je suis journaliste et je suis là aussi en tant que présidente d'une association qui s'appelle Fake Off et qui est composée de plusieurs dizaines de journalistes qui interviennent un peu partout en France et notamment dans la région pour faire de l'éducation aux médias, du fact-checking avec les enfants, enfin beaucoup d'actions et pas que d'ailleurs envers les enfants. Et Sylvain travaille avec moi, je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis donc cofondateur avec Aude de cette association Fake Off, qui est une aventure formidable. Et aussi, je suis journaliste d'investigation depuis une quinzaine d'années et directeur éditorial chez Brut. Voilà. Bonjour, merci d'être là. Donc, Hicham Zaïm, je suis inspecteur établissement et vie scolaire au rectorat de Toulouse et je suis depuis peu référent académique EMI. Donc, ma présence aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu de la nouvelle politique que souhaite développer le ministère et sa déclinaison au niveau académique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je ne suis pas journaliste. Je suis Jacques Auberti, maire d'Aigues-Vives, président du SICOVAL, et d'ailleurs en quelque sorte la structure propriétaire de ces lieux. Et à titre d'engagement associatif, donc je suis président de l'Association des maires de Haute-Garonne et vice-président national pour Intercommunalité de France en charge du numérique. Merci. Donc la raison pour laquelle nous sommes là, et je pense que vous êtes là aussi, c'était la suite de conversations qui ont eu lieu à l'initiative notamment du ministère de la Culture auprès d'acteurs impliqués dans l'éducation aux médias sur les envies, les besoins, les volontés d'aller plus loin dans l'organisation, on va dire ce mot-là, l'organisation des acteurs d'éducation aux médias qui constatent tous alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, qui constatent tous quand même toujours autant de volonté de faire et peu de moyens et peu de structuration pour faire mieux ou plus. On s'est donné rendez-vous ici justement pour faire un petit état des lieux suite à la consultation qu'on avait organisée en ligne, enfin que tu avais organisée en ligne, Aude. Et on va vous présenter. Il y a une dame qui tousse. C'est Divina, on ne l'a pas présentée tout à l'heure, pardon. Divina, donc de Savoir Devenir, qui n'est pas en super forme, donc qui est restée chez elle, mais qui est connectée, qui interviendra tout à l'heure. Voilà. La dame dit bonjour à tous. On peut peut-être la présenter, Divina. Ouais. Tu veux mettre le micro là? C'est bizarre, mais Divina, je te laisse te présenter. Ah oui. Excusez-moi de faire le tour de table à l'envers, parce que je me suis pas rendu compte, j'avais le micro en marche. Je tousse, donc ne m'en veuillez pas, mais c'est pour éviter les contagions. Je suis Divina Fromex, cofondatrice de l'association Savoir Devenir, qui travaille dans le domaine de l'éducation aux médias, la citoyenneté numérique. Dans la salle, vous avez Pascal Garot, qui est cofondatrice avec moi et qui pourra répondre aussi à des questions. Et nous faisons partie donc de ce groupe qui a demandé la table ronde au REC, et nous en sommes reconnaissants à Willy Lafranc et à Jacques Auberti de nous avoir facilité cette possibilité de discuter avec vous d'un point d'actualité assez urgente, qui est la coordination de tous les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information, que ce soit dans l'éducation, la culture, la santé, de manière à donner une valeur ajoutée à cet enseignement qui doit toucher de plus en plus les jeunes comme les adultes, étant donné tous les risques démocratiques dont nous sommes victimes en ce moment. Mais j'espère aussi, et pas seulement les risques, mais aussi toutes les opportunités du numérique. Voilà, donc je vais juste écouter et prendre des notes de manière à faire un petit résumé à la fin avec Étienne. Ouais, bien sûr. Et puis, non, mais peut-être Divina, si tu veux intervenir, enfin voilà. C'est trop compliqué. Bon, ok, d'accord. Ok.
Donc oui, en fait, on a fait une grande... Moi, je me sens mieux d'être debout, je sais pas. Bon, voilà. On a fait une grande consultation grâce à Jean-Christophe, d'ailleurs, Théobald, qui est là, du ministère de la Culture. Voilà, ici ou là, il y avait toujours des gens, des acteurs de l'EMI qui faisaient le constat, moi ça va pas parce que ceci, ça va pas parce que cela. À un moment donné, on s'est dit, ok, donc je pense qu'on a tous un peu les mêmes problèmes qui reviennent. Essayons de poser ces problèmes et de voir vraiment ce qu'il en est pour essayer, enfin comme base de départ en fait, pour essayer de voir ce qu'on peut faire par la suite. Et donc on est arrivé à un certain nombre de constats qu'on a essayé de synthétiser rapidement à travers plusieurs choses. Donc en gros, alors attends parce que je ne sais pas me servir de ce truc-là, mais globalement, si on doit synthétiser tous les constats, on est à peu près une quarantaine d'associations, on a rempli un gros framapat, ça a été un gros process quand même pendant plusieurs semaines de gamberger là-dessus, et on est arrivé à des grandes lignes directrices. Voilà, une des premières choses, c'est vraiment tout bêtement le manque de coordination. Donc c'est par exemple, on se retrouve à être, je sais pas, une dizaine d'associations à intervenir dans telle ville quand il y a 4 départements autour dans lesquels il se passe rien. Ce genre de choses, quoi, où des fois on s'aperçoit qu'en fait avec le même public, on a fait globalement les mêmes choses. Enfin voilà, en fait il n'y a pas vraiment de dialogue instauré, pas de coordination, et donc ça fait une déperdition d'énergie qui est assez conséquente, assez dommage, quoi, quand on voit le nombre de gens qu'il faudrait toucher. Un manque d'échange, merci. Et voilà, on a tous la tête dans le guidon à essayer de faire nos interventions au mieux, etc., etc. Et puis souvent, c'est vrai, à l'occasion d'échanges, on s'aperçoit, mais comment c'est possible que je ne savais pas que tu étais là-dessus? Parce qu'en fait, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ci, etc. Et en fait, on ne se parle pas globalement. Donc ça, c'est aussi une déperdition d'énergie et aussi, moi, je pense, ce qui nous empêche d'avoir assez d'impact, en fait, parce que c'est ça aussi qui se joue. Voilà, donc, et pas d'évaluation d'impact de notre travail, ça veut dire qu'on y va tous, on essaye tous au mieux de construire des interventions qui sont chouettes, des formats intéressants, etc. Mais c'est vrai que finalement, qu'est-ce qui se passe après nous? Est-ce que ça a eu de l'impact? Est-ce que ça a marché? On n'a pas du tout de retour sur ce qu'on fait, et globalement, des fois c'est... On a la sensation, en tout cas nous à FECOF, que quand même on a des élèves chez qui ça change quelques trucs. Après, on a toujours cette question-là de se dire, bon, en même temps, nous, peut-être on est les seules 2 heures qu'ils ont avant peut-être de toute leur vie en éducation aux médias. Et en fait, ils rentrent chez eux et puis ils regardent 4 heures par jour de YouTube et des machins. Et donc, qu'est-ce que ça pèse finalement et comment est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir un meilleur impact? Et puis aussi cette difficulté à toucher les publics les plus vulnérables. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des... Nous, on est par exemple à FECOF très sollicités par des gens qui ont des classes médias et qui font beaucoup de choses, qui sont super actifs, et c'est génial, on est ravis. Mais des fois, on s'aperçoit aussi qu'on est plusieurs acteurs à intervenir là, etc. Est-ce que quand il y a plein d'établissements dans lesquels, dans des quartiers peut-être plus défavorisés ou plus éloignés de l'information d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment le formuler, mais en tout cas, des publics qui seraient plus en nécessité quelque part d'être formés à ça, chez ceux-là, souvent, il se passe rien. Et comment les toucher? C'est un vrai problème. C'est déjà un problème. Ce qui est bien, c'est qu'au collège, on est obligé de les toucher parce que c'est obligatoire, donc ils y sont tous. Mais après, il y a aussi la question des adultes, qui n'est pas là-dedans, mais c'est aussi une vraie question, c'est-à-dire que le paquet, en tout cas, les associations mettent le paquet sur la jeunesse, c'est ce qui donne le plus d'espoir, on va dire. Mais chez les adultes, il y a un petit travail aussi. Et comment on fait aussi, parce que les adultes ne se ressemblent pas comme au collège, où toucher en fait les publics les plus vulnérables. Et aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est que en fait, l'éducation nationale ne nous soutient pas, ou très très peu. Pas du tout, nous... J'ai pas vraiment les chiffres exacts en tête, mais nous, on doit faire peut-être les 3/4 de nos interventions à l'éducation nationale. Et en fait, tout ça est financé un coup par-ci, un coup par-là, par des subventions à gauche, à droite, ou alors des fois bénévolat. Mais l'éducation nationale en soi ne nous finance pas, quoi. Globalement, vraiment rien. Et donc, ça pose une grosse question quand même, parce que typiquement, nous, on est à fait, je ne sais pas combien de rendez-vous au ministère en grande pompe, avec des gens qui étaient là, oui, non mais oui, il faut agir, il ne s'est jamais rien passé, et ça fait 6 ou 7 ans. Hein. Alors, Hicham, oui, peut-être que vous voulez réagir. Non, je suis désolée, je dis juste le constat. Non, mais c'est très bien, il faut qu'on se parle franchement. Mais peut-être un petit éclairage pour rebondir sur quelques éléments qui ont été
qui ont été dits là. D'abord, l'éducation aux médias à l'information est obligatoire. Donc, on a en la personne du professeur documentaliste, donc tous les établissements ont un professeur documentaliste, qui a dans sa circulaire de mission l'éducation aux médias à l'information. Et puis, l'éducation aux médias à l'information est dans les programmes. Alors, un des constats qui est important ici, c'est au fait le manque d'échange entre les uns et les autres. Si on veut parler de ces synergies, il faut d'abord qu'il y ait des synergies internes à l'éducation nationale, c'est-à-dire comment on peut conjuguer les efforts des uns et des autres pour travailler autour d'un parcours cohérent et progressif d'éducation aux médias à l'information pour les jeunes de l'école primaire au lycée. Alors, deuxième point que je voulais évoquer concernant les finances, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, ce qu'il faut savoir, ce que oublient quelquefois les associations, et moi en tant que référent académique EMI, je vais essayer de travailler avec les partenaires là-dessus, c'est que dans le secondaire, c'est-à-dire les collèges et les lycées, on parle d'EPLE, établissement public local d'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces établissements sont dotés d'un budget propre et ont donc une liberté pédagogique pour organiser les choses. Nous, on peut inciter, mais dire que l'éducation nationale ne finance pas, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des financements qui existent, mais après, quelle liberté les uns et les autres pour utiliser ce budget-là? Donc, c'est ce qu'il faut voir. Là, actuellement, par exemple, dans l'appel à projet, il y a un appel à projet national web radio, une web radio un par un. L'objectif du ministère est d'équiper tous les collèges de France d'une web radio et d'associer, donc vous voyez que l'alliance éducative là elle est sûre, et d'associer à ce projet-là un journaliste d'écrit radio, télé pour parrainer ce projet-là et travailler ensemble. Donc on va voir justement dans les budgets qui existent, par exemple, vous connaissez le Pass Culture, par exemple. Actuellement, il y a une réflexion de voir comment ce Pass Culture peut être utilisé dans le cadre de ces projets-là pour financer des actions de ce type. Merci. Juste par rapport à ça, en fait, on aimerait bien revenir sur le concret, sur ce que nous, on vit, enfin, nous, les acteurs associatifs sur le terrain. On a été, par exemple, avec Aude, on a noué des partenariats privilégiés dans certaines académies avec des établissements scolaires. On a proposé, on a vraiment, clé en main, des offres de formation pour des professeurs. Notamment, dans certaines académies, on leur a proposé des formations d'encadrants pour amener des journalistes sur nos fonds propres, former des encadrants de l'éducation nationale. On a sollicité certaines académies qui étaient d'accord pour travailler avec nous et on n'a pas eu d'accord du ministère, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on a été plusieurs associatifs à vivre sur le terrain. Parfois, on a des remontées, nous, de toutes les semaines d'établissements scolaires qui veulent faire appel à notre structure, à notre association. Simplement, on ne peut pas y répondre parce qu'on n'a pas les subventions pour pouvoir aller sur le terrain. Et quand on a demandé plusieurs fois avec Aude, on est allé taper à la porte du ministère peut-être pendant 5 ans. Et ça, encore une fois, on prend notre cas concret parce qu'on est plusieurs à le vivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a que cette année où on a demandé 50 000 euros par exemple de subvention. On nous a donné 5 000 euros au motif. On nous a simplement dit, pour pouvoir obtenir une subvention plus élevée, il faut que vous formiez plus d'élèves. Il faut que vous touchiez 10 000 élèves par an. Et on leur a expliqué, mais comment on peut du coup toucher 10 000 élèves par an si on n'a pas de subvention? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour quasiment toutes les structures associatives. Ce qui est très différent avec le ministère de la Culture, où on est plusieurs structures associatives à être financées par le ministère de la Culture et à essayer avec ces subventions de pouvoir toucher des élèves dans les établissements scolaires. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce retour concret de terrain parce que c'est important. Merci. On vous donnera la parole tout à l'heure, hein, mais on essaie donc de finir le tour d'horizon sur le constat qui était donc celui de l'absence de moyens. Vous avez évoqué la directive sur les moyens audio pour les web radios. C'est les sommes qui sont indiquées dans la circulaire, c'est sur l'équipement, c'est pas sur les interventions. Donc voilà, on est toujours dans cette dynamique-là. On a fait le tour aussi des attentes dans la consultation par mail qu'on a fait. Donc on a dressé un tableau synthétique. Vous avez vu que j'ai mis tous les moyens dans la présentation, hein, c'est hyper joli. Non, on a vraiment fait très simple. Désolé, hein, c'est simplissime, mais au moins c'est clair. Donc c'est synthétique. Nécessairement, on oublie quelques aspects. Vous prendrez la parole tout à l'heure s'il y a des trucs qui vous semblent omis.
Donc, si on veut avancer dans la réflexion, parce qu'on a aussi beaucoup envie de vous entendre, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment... Bien sûr. Bah oui, bah faites-nous aussi. Oui, il nous a fait. Pardon, je n'ai pas vu, excusez-moi. Peut-être on peut faire circuler 2 micros. Oui, Alors, oui, c'est vrai. Il fonctionne. donc, je vais me représenter, hein, puisque Ouais, vous ne m'avez allez-y. pas vu. Donc, Jacques Auberti, je suis maire d'Aiguevive, qui est une commune de 2800 habitants dans le Lauragais, président du SICOVAL, 36 communes, ici même où vous vous trouvez, et qui, dans le partenariat avec Freya Games, et Savoir et Devenir d'ailleurs aussi, je tiens à souligner la qualité de notre partenariat, a construit depuis bon nombre d'années, en fait, ce qui fait aujourd'hui l'essence même de ces REC 2022. Ce que vous oubliez sans doute dans votre démarche, et je découvre d'ailleurs votre démarche, et pourtant je suis président de l'Association des maires de Haute-Garonne, et les maires n'ont jamais été sollicités. Ce qu'il faut... Non, là, c'est les associations, en fait, qui... Enfin, enfin, je on vous n'avait le pas dis. l'intention Et encore de pourtant, solliciter. et pourtant, quand vous connaissez l'organisation des compétences au niveau des territoires, ce sont les communes qui sont compétentes en matière d'éducation pour le premier degré. L'éducation nationale intervient dans le cadre de cette compétence. Ce sont les départements qui sont compétents en matière d'éducation dans le second degré et les régions pour les lycées aussi pour leur part. Aujourd'hui, nous sommes sur un modèle porté au niveau national qui considère que l'éducation nationale doit assurer principalement la question des fondamentaux en matière de savoir et qu'ensuite, effectivement, pour éviter une forme de rigidité, ce que je n'approuve pas forcément, et particulièrement en matière de masse salariale, on confie au partenariat local, qui peut être décliné à partir effectivement de partenariats nationaux, le soin d'apporter de la plus-value dans le parcours d'éducation des enfants et des jeunes. Vous êtes sur un territoire ici où nous l'avons compris de longue date, dès les années 90, nous avons commencé à former nos jeunes à la question de l'image. Et puis avec Savoir et Devenir et Freya Games, donc il y a quelques années, nous avons mis en place un partenariat extrêmement donc intéressant, très resserré pour travailler sur les outils, la formation de l'ensemble des acteurs de l'éducation, que ce soit les parents, les animateurs, notamment des temps périscolaires et extrascolaires, qui reçoivent quasiment autant d'enfants d'ailleurs que l'éducation nationale elle-même, les enseignants et les élus. Et c'est comme ça que nous avons construit un outil qui s'appelle Agence 001, qui commence à tourner, qui aujourd'hui passe dans les collèges. Toute une série de formations aussi, des conférences. Nous travaillons au niveau de l'ensemble des citoyens. La semaine dernière, nous étions d'ailleurs dans une conférence débat avec des citoyens, et au niveau aussi des plus anciens. La question du numérique, la question de la perception est aussi au centre de nos débats. Dans votre approche, ce que vous oubliez, c'est cette question de la compétence des collectivités. Bien entendu, si vous passez par le national alors même que les moyens sont au niveau local, vous échouerez d'une certaine façon dans votre démarche. Hormis le fait de pouvoir reconnaître la permanence de l'action. Vous avez entièrement raison là-dessus. Moi, hier soir, j'ai fait avec ma carte bleue 296 € de dépenses pour payer un billet de TER à une classe de primaire d'une commune à côté de Nantes pour qu'ils puissent aller à la gare TGV pour une remise de diplôme d'un concours que j'ai organisé parce qu'ils n'ont pas l'autonomie financière pour le faire. Non, mais matériellement, aujourd'hui, on est sur des points de vue différents et la raison pour laquelle on est là, c'était justement pour que les acteurs puissent se concerter. Mais on entend tout à fait ce que vous dites et c'est pertinent et intéressant et pas contradictoire en plus. Et juste pour rajouter une petite pièce dans la machine, vous dire aussi que les associations ici que l'on représente, on travaille avec les communes déjà. On travaille régulièrement. Nous, par exemple, on est subventionné par la mairie de Sevran. Je suis allé voir directement le maire de Lyon. On intervient dans le cadre de cités éducatives. On est vraiment en connexion avec les acteurs locaux. Mais là, on n'est pas du tout en train de parler de ça. On est en train de parler de la nécessité de se fédérer, nous, les acteurs associatifs, puisque on connaît très très bien en fait le fonctionnement de l'EMI et le fonctionnement à l'échelle locale. Le problème, c'est que c'est ce qu'on déplore nous, c'est qu'on est obligé de faire au coup par coup. C'est-à-dire qu'on travaille avec des mairies ponctuellement. On n'a jamais cette redescente. Voilà, c'était juste pour circonscrire le débat. On n'en fait grief à personne. Hein. Voilà.
est financé par les mairies pour le premier degré. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. uniquement dû à ça. Il ne faut pas s'en étonner. Non, non. Non, non, mais Mais on le constate. C'est pour ça que c'est un constat. On passe aux attentes, maintenant, celles qu'on a recueillies. Vas-y. Non, mais en gros, hein, là, c'est une synthèse parce qu'en vrai, il y avait un document de 19 pages. Donc, dans les attentes des principaux acteurs, si je dois le dire comme ça, de l'EMI, les acteurs associatifs, il y a effectivement le fait de favoriser la mise en relation entre nous, en fait, avec des établissements scolaires, périscolaires, des structures isolées, etc. C'est vrai que ça, on n'est pas aidé, en fait, vraiment là-dessus, quoi. Vers qui aller, comment, quoi. Créer un outil permettant de coordonner nos actions. Donc ça, c'est vraiment, oui, ça paraît évident à absolument tout le monde. Et effectivement, chacun tire un peu dans son coin pour essayer de décrocher un truc par-ci, un truc par-là, mais on serait évidemment beaucoup plus fort à peser auprès des institutionnels pour débloquer notamment des fonds. Ça peut être aussi d'autres choses, hein, c'est pas que des fonds, mais encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Il faut que, voilà, il y a vraiment ce ressenti qui est chez tout le monde, qui est mais pourquoi on s'allie pas, pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble qui nous aiderait à peser. Et effectivement, il y a cette idée qui était dans le rapport de la commission Bronner, dont j'ai fait partie d'ailleurs, qui était de faire de l'éducation aux médias et à l'information une grande cause nationale, voilà, d'essayer de mettre ça vraiment dans les priorités. Et je pense que, enfin voilà, nous on a en tout cas à FECOF, après Charlie Hebdo, après Samuel Paty et tout, à chaque fois, on se dit il va se passer un sursaut, un truc incroyable, etc. Et on n'a pas le sentiment. Il y a sûrement des choses qui sont faites, mais très sincèrement, on trouve que c'est vraiment pas à la hauteur. Et c'est peut-être aussi notre faute, entre guillemets, si on doit utiliser un terme comme ça, mais il faut aussi que nous, on apprenne à s'organiser pour peser davantage. Et donc, l'idée serait de créer un organisme dont le but pourrait être de réunir l'ensemble des données que nous produisons, parce qu'on a tellement de contenu, chacun dans son coin s'embête à en produire à fond, et c'est vrai qu'on pourrait vraiment mutualiser des choses, etc. Et notamment, il y aurait cette idée-là de réunir l'ensemble des données, de coordonner les acteurs pour toucher au mieux des publics définis, de penser des protocoles standardisés et de mettre en place l'évaluation du matériel pédagogique et des dispositifs de formation. Enfin, voilà globalement les principales attentes, on va dire, des acteurs. Tu veux dire quelque chose ? Non, est-ce que sur les constats, les attentes, vous avez déjà des remarques à faire? Est-ce qu'il y a des oublis patents que vous avez notés? Il y a des choses auxquelles peut-être vous avez vous-même collaboré dans les échanges de mails qui ne sont pas remontées? Non, jusque-là, ça va, c'est cohérent? Ok. Allô, allô. Oui, alors est-ce que cette liste d'attente là que vous commencez à élaborer, est-ce que déjà entre vous, vous êtes différents acteurs hein, de cette éducation, enfin vous avez une place différente dans cette éducation aux médias et à l'information? Est-ce que déjà vous êtes au courant, vous proposez ça, mais est-ce que vous êtes au courant de ça? Ou est-ce que les deux membres sont au courant de vos attentes? Créer un organisme dont le but serait vous pouvez peut-être déjà échanger et nous donner des informations sur ce que pourraient être les contours vagues de cet organisme. Alors, là, en fait, on est vraiment aux prémices de l'organisation. C'est-à-dire que pour récapituler, on a en fait créé un document, une espèce de Google Doc qui s'appelle un Framapad, et on a demandé aux 40 associations qui sont notamment subventionnées par le ministère de la Culture, mais pas que, de nous faire des retours de terrain sur ce qu'elles vivaient au quotidien. Voilà. Et donc là, c'est un peu une restitution, une synthèse des retours, dans le but, peut-être nous, c'est ce qu'on envisageait, de peut-être déjà commencer par rédiger une tribune collective qui serait peut-être qui serait une première étape vers le fait de se fédérer entre associatifs. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment au tout début. Donc c'est pour ça qu'on est dans une restitution et que c'est normal que peut-être ça vous paraisse un peu flou au départ. Voilà. Peut-être pour répondre à une des interrogations de monsieur. Donc concernant
les différents rapports qui sont sortis. Donc vous avez cité le rapport Bronner. Il y a eu un rapport avant lui d'experts de l'EMI. Il y avait juste avant donc les assises du numérique au niveau national où on a questionné tous les enseignants. De tout ça, en fait, est remonté un besoin qui s'est traduit au niveau du ministère par une dernière circulaire là, qui est sortie le 24 janvier et qui, justement, insiste sur ces aspects-là. C'est-à-dire, d'abord, comment on coordonne pour que les uns et les autres travaillent ensemble. Et d'où la mise en place dans chaque académie d'un référent académique EMI qui va chapeauter ça. Donc, et au niveau national, tous ces référents EMI sont coordonnés par la DGESCO et par le CLIMI national. Donc, il y a vraiment une envie de mettre là-dedans une certaine cohérence. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, et je parlais tout à l'heure de l'établissement, on pourrait aussi parler des différents services qui œuvrent là-dedans. Il y a les associations, et donc comment on peut coordonner et travailler ensemble. Donc on va dans le même sens. Ces alliances éducatives sont repérées par le ministère, et on veut travailler avec vous. Mais voilà, donc c'est le but de notre présence aujourd'hui. Peut-être pour compléter, alors moi je découvre en tant que représentant d'associations d'élus. Mon intervention, en fait, elle vise à ce que vous puissiez intégrer dans votre démarche la force que représente l'engagement des élus locaux dans justement l'évolution de la nature des enseignements et de l'éducation au niveau local, auprès des enfants et des jeunes. Il y a sûrement d'autres publics, je les ai mentionnés, peut-être plus difficiles à atteindre, puisque l'école étant obligatoire jusqu'au collège, on a là un public extrêmement intéressant. Et si vous oubliez les associations d'élus, si à un moment vous oubliez le niveau local, qui est le maître d'ouvrage en matière de financement, et vous l'avez vous-même dit, quand on a une mairie qui est mobilisée, ça fonctionne. Eh bien forcément, vous oublierez ce qui fait l'essence même du partenariat auquel vous aspirez. C'était l'objet de mon discours. Donc n'oubliez pas dans votre démarche, dans cette coalition en quelque sorte, parce que nous représentons une force aussi pour pousser le gouvernement dans un sens ou dans l'autre. Oui, je voulais réagir par rapport à votre quatrième point qui est l'évaluation. Du coup, vous l'avez pensé, c'est pour discuter là sur ça, vous l'avez pensé dans quel cadre? Enfin, je veux dire, évaluer. J'ai vu la diapo d'avant, mais... Ah oui, l'évaluation d'impact. L'évaluation d'impact, du coup... Il me semble que dans certains pays, ça se fait. Et alors, c'est vrai que... Parce qu'il faut l'adosser à la recherche, je pense que c'est... Comment vous envisagez ça et avec qui vous comptez travailler? Est-ce que vous... Donc la notion d'évaluation, elle est venue de deux constats. Il y a une démultiplication des acteurs qui est fabuleuse, parce qu'elle est très enrichissante. Elle est aussi porteuse de risques, parce qu'il n'y a pas de contrôle de qualité. On peut avoir des gens qui ne sont pas tout à fait compétents. On peut être excellent journaliste et très mauvais pédagogue, et extrêmement bon pédagogue, et méconnaître complètement la fabrique de l'information, pour parler de manière générale. Et encore, là, c'est encore que dans le champ de l'EMI des journalistes, ça va plus loin que ça. Donc là, il y a un vrai besoin d'évaluer nos capacités de travail, nos méthodes, etc. Qui le fait? Pour ça, les appels à projets divers et variés, il y a ceux du ministère de la Culture, mais il y en a d'autres, font maintenant mention souvent d'éléments de recherche. On y vient petit à petit. Moi, j'en ai monté un. Alors, on a fait venir, bon, c'est l'UC Louvain, c'est pas une université française, mais parce que c'était le partenaire de l'école de journalisme de Lille avec laquelle j'ai travaillé. Mais c'est à ça qu'on pense. C'est mesurer aussi la pertinence de ce qu'on fait tous sur le terrain. Parce que, encore une fois, on est en train d'inventer des choses directement avec l'éducation nationale, vous l'avez rappelé, on en voit les limites, on sent les limites, mais c'est plus une limite née de la frustration que d'un rejet. On passe peut-être à côté du potentiel parfois de l'échelle locale, vous l'avez rappelé. Voilà, peut-être qu'avec un regard extérieur, on a besoin. Donc pour répondre assez court, c'est effectivement la pertinence, la capacité d'évoluer de nos actions. Pour ça, il faut qu'on apprenne à les mesurer. Et les effets? Et surtout, comment est-ce qu'on mesure les effets? Ça, c'est le grand point d'interrogation théorique, parce qu'on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui
la portée globale. On sait que ça fait du bien, mais comment, jusqu'où? On sait, dans le sens, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi, et qu'on a un effet qu'on perçoit, mais à quel point il est... Je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous travaillent avec des adultes sur l'éducation aux médias. Ouais, voilà. Moi, quand je discute avec, j'étais dans le groupe d'experts qui a fait le rapport qu'on a rendu à M. Blanquer. Alors, je ne l'ai pas formulé comme ça ce jour-là, mais je leur dis, on peut faire 4 heures d'éducation aux médias super avec des gamins. Si papa rentre de manif anti-vax ce soir en disant, on vous raconte que de la merde, on a peut-être perdu une partie de notre énergie. Alors, je ne l'ai pas formulé comme ça, mais voilà, c'est des choses qu'on n'arrive pas à mesurer, ça, aujourd'hui. L'impact positif de ce qu'on a fait à direction des enfants et l'impact que ça aura dans la famille. Voilà, donc là, c'est à ça qu'on pense. Pour nous, dans l'éducation nationale, il y a eu un gros travail sur les compétences attendues chez les élèves. Donc, par exemple, au collège, dans le cadre du socle commun de compétences attendues en fin de troisième, il y a des compétences spécifiques à l'éducation aux médias et à l'information. Donc, on mesure l'impact, en fait, global, c'est-à-dire de l'action des professeurs, de l'action des intervenants à la réussite, à l'onde de la réussite de nos élèves sur ces compétences-là. À la fin du cycle 4, on va mesurer donc l'atteinte de ces compétences et le nombre d'élèves qui ont réussi ces compétences-là, ça montre s'il faut aller encore plus loin ou si on est dans le bon sens. Ouais, vas-y. Il y avait une intervention, oui. Ça va être tout juste. Bonjour. Bonjour. Au niveau du lobbying, on peut aussi éventuellement s'adresser aux associations de parents d'élèves ou aux parents d'élèves, même s'ils ne sont pas groupés en association. Je suis déléguée de parents d'élèves, membre du comité administratif de collège et du lycée de mes enfants. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces sujets-là, etc. Les EMI, c'est quand même un enseignement transversal qui est effectivement en charge du professeur de CDI. On a eu l'occasion de faire des ateliers dans le collège de ma fille qui étaient vraiment super. Par contre, notamment lors de la pandémie, j'ai eu affaire à des réflexions d'enseignants particulièrement complotistes, voire carrément anti-science. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement avoir un enseignement EMI transversal correct si même certains enseignants ne sont pas dans les clous, j'ai envie de dire. Alors l'idée de créer un organisme, c'est pas de se substituer du tout à l'éducation nationale sur les contenus pédagogiques dispensés dans le cadre de l'école. Nous, c'est d'essayer de structurer les acteurs, mais lorsqu'on parle d'évaluation et de partager nos données, c'est à ça aussi qu'on pense. C'est-à-dire, ça, on sait que tel dispo marche bien, bah tiens, on peut le développer sur d'autres académies. Et lorsque... Bien sûr. Et c'est pour ça que là, les pistes qu'on a indiquées comme potentiel axe de travail d'un futur groupe, c'est donc le lobbying, vous l'avez relevé, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation avec les pouvoirs publics et des instances représentatives de la population. Donc ça peut être aussi les associations de parents d'élèves, être en relation avec eux. La veille active, justement, c'est pour voir ce qui se passe, ce qui émerge, ce qui existe de bien et de moins bien. Le partage, parce qu'on a besoin les uns et les autres. Moi, je suis sûr que j'ai fait des trucs super bien et des trucs super nuls, et que FECOF a fait pareil, et qu'on en aurait bénéficié, et les uns et les autres, de prendre que les trucs super bien. Et puis l'évaluation, vous l'avez évolué. Est-ce que sur l'idée d'un organisme comme ça, est-ce que vous pensez que ce sont des missions qui ont du sens pour les acteurs de l'éducation aux médias? Ah oui. C'est très ouvert. Hein.
C'est du bricolage, quoi. Ouais. Il y a une question après. Merci. Ouais. Allez-y. Oui, donc bonjour, moi je suis professeur documentaliste. Donc je salue mon inspecteur. Je ne suis pas prof de CDI, mais prof documentaliste. Et oui, une des difficultés qu'on peut avoir en tant que laptop côté enseignant, c'est le fait que l'EMI soit obligatoire, mais qu'il n'y ait pas vraiment d'heures dédiées à ce moment-là, et que ça résulte aussi du bricolage au niveau vraiment horaire. Donc c'est là la difficulté qu'on a nous aussi là à mettre en œuvre de l'EMI, clairement institutionnalisé sur le temps long. Je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur et ensuite je vais répondre aux collègues. Donc, hier, il se trouve que j'ai reçu au rectorat l'association Synapse. Donc, vous voyez que depuis que les référents académiques ont été mis en place, c'est-à-dire très peu, là, il y a un mois et demi, on est en train d'organiser les choses. Donc, par exemple, ce que je dis, moi, et c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, ce que je dis aux acteurs, c'est que maintenant, vous allez avoir une porte d'entrée, c'est-à-dire unique, qui va pouvoir dispatcher ensuite l'information. Et donc, faire connaître les associations, ça va être aussi notre rôle. Donc, on va mettre en place sur le site académique une page consacrée à l'EMI, non pas pour les professeurs documentalistes parce qu'elle existe déjà, mais là, elle sera générale parce qu'elle concerne toutes les disciplines, dans laquelle il y aura une rubrique sur les partenaires, c'est-à-dire quels sont les partenaires avec qui on travaille, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà comme action, etc. Et du coup, on facilitera leur accès aux établissements. Donc ça c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec le collègue. Une des difficultés des éducations transversales, il n'y a pas que l'EMI, on a beaucoup d'éducation transversale dans les établissements, par exemple l'EDD, l'éducation au développement durable. Et quand des éducations transversales concernent tout le monde sans que ça soit organisé, ça finit par ne concerner personne. Alors, une des choses qu'on a proposées dans la feuille de route académique, et donc peut-être le collègue peut en témoigner, c'est que d'abord, donc il y a un courrier de monsieur le recteur qui est parti à tous les chefs d'établissement récemment là, cette semaine, pour leur dire que maintenant il faut qu'on arrête de travailler chacun de son côté sur l'EMI et on veut que les établissements se dotent d'un parcours EMI formalisé dans lequel tous les acteurs sont présents. Et d'autre part, donc, moi je vous ai signalé, je crois, hier, j'ai envoyé un petit mail à tous les professeurs documentalistes de l'Académie pour les informer de cette nouvelle politique. Donc, quand on dit un parcours, ça veut dire qu'il va falloir lui trouver des moyens en termes d'heures. C'est-à-dire comment on va le mettre en place. On ne va pas simplement se contenter de se dire bon, il y a des projets par-ci, par-là et ça touche finalement peu d'élèves. Par exemple, quand on parle d'un projet web radio dans un établissement, oui, d'accord, il y a un projet web radio, mais ça touche combien d'élèves? Combien d'élèves on forme là-dessus? Donc nous, notre souhait, c'est qu'avec un parcours, on voit s'il y a des trous dans la raquette. Est-ce que tous les élèves ont au moins une action EMI dans leur scolarité du collège ou pas? Hicham, on a bien compris, mais voilà, juste pour encore une fois revenir sur l'objet de notre réunion, il reste qu'un petit quart d'heure, c'est comment on s'organise et c'est hyper important pour nous d'en parler parce qu'on est vraiment encore une fois au tout début de cette aventure, donc voilà, on va revenir sur notre sujet de départ. Encore une fois, on a bien compris que et l'éducation nationale et les élus, on veut à peu près tous la même chose, c'est qu'on en fasse mieux et plus. On est bien d'accord là-dessus. Nous, ce qu'on essaie de faire, donc, c'est de structurer l'ensemble des acteurs, plus ou moins gros, associatifs, institutionnels comme moi, j'en présente des éditeurs de journaux, des organisations, ça peut être les organisations de parents d'élèves si elles sont investies. Voilà, on a deux questions. Alors, c'est la plus belle slide que j'ai fait, je crois, quand même, là. Comment s'organiser et comment financer? On a une idée qui est un texte commun type tribune à publier, on n'est pas sûr de quand, mais pour
dire qu'il faut que les choses changent, on a des besoins partagés qui sont avérés dans tout ce qu'on s'est dit là, et on a envie de prendre la parole de manière un peu forte. Si vous avez des idées, on est vraiment preneur parce qu'on a besoin aussi de vos contributions. Et j'ai pas oublié que vous vouliez poser une question. Le temps que le micro circule, voilà, l'idée de cette tribune, ce serait en tout cas d'interpeller peut-être le futur président. J'avais fait un parallèle, on avait travaillé sur une tribune pour la protection de l'enfance pour interpeller Emmanuel Macron au moment du confinement sur ce que vivaient les enfants dans les foyers. En fait, l'idée serait vraiment d'aller taper très très fort, d'essayer de montrer que effectivement l'EMI doit être une cause nationale, faire une énorme remontée de terrain de tous les problèmes rencontrés. Et on a une question qui est hyper importante sur le timing. À quel moment on publierait cette tribune? Est-ce que ce serait dans 2 mois? Est-ce que ce serait à la rentrée? Voilà, on est en pleine réflexion et on a aussi besoin de vous pour ça. Donc voilà. Bonjour. Oui, c'est demain. Ouais. Non, et en fait, juste pour vous dire, une des idées qui avait émergé la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est que le 10 mai, en fait, il y a les assises du journalisme à Tours. Alors, c'est le journalisme, c'est pas l'éducation aux médias, etc. Mais voilà. Non, mais parce que ça fait partie de la discussion. Bref, ça a été discuté. Il y avait eu cette idée de profiter de la journée du 10 mai pour avoir un certain nombre d'acteurs sur place. Et à la base, il y avait eu l'idée d'une conférence de presse à faire pour alerter sur justement les dysfonctionnements et ce qui ne va pas, etc. Ça peut prendre peut-être d'autres formes. Peut-être que c'est... voilà, il y a cette échéance-là prochaine du 10 mai où on va être un certain nombre à se retrouver aux assises du journalisme. Et on s'était posé la question si c'était opportun de faire quelque chose à ce moment-là. Voilà, sachant que les législatives, alors je sais pas, mais l'idée était de peser éventuellement sur les législatives qui sont un mois plus tard. Donc on a cette question-là. Je ne sais pas si vous avez des idées. Oui. Ah non, moi c'est pas là-dessus. Ah non. D'accord. Ok. Donc, je sais pas en fait du coup comment. Voilà. Si vous avez des suggestions, allez-y. Donc pour l'instant, on est parti. Déjà juste pour une petite question, est-ce que vous pensez opportun l'idée d'aller interpeller le futur président ou vous pensez que c'est plus judicieux d'aller taper plutôt aux législatives? Voilà, déjà c'est une question que l'on se pose nous. Donc je reviens aux associations d'élus puisque je suis là pour aussi en parler. Cela fait bien longtemps que nous avons rédigé un certain nombre de manifestes interpellant le futur président. Pourquoi? Parce que les élections législatives, même si elles correspondent à un courant national, sont des élections locales. Et donc, vous n'y arriverez très certainement pas. Les législatives correspondent à des rapports de force locaux. Et en général, c'est le local qui décide. Bon, 2017 a été peut-être une exception. Mais si je peux me permettre, sur 2022, ce sera sans doute beaucoup plus le local qu'en 2017. Par contre, une interpellation du président de la République est une bonne chose en soi, notamment pour prendre marque par rapport à la nomination du futur gouvernement et aux délégations ministérielles qui seront ensuite mises en œuvre. Donc de ce point de vue-là, vous avez tout à fait raison. Je vous invite quand même à prendre la mesure de l'EMI au-delà de la question du journalisme. C'est une partie, voilà. Hein. Et puis la question aussi de la qualité de ce qui est attendu en termes d'éducation pour les enfants, les jeunes, les adultes, les seniors. Cet aspect-là est fondamental. Et donc peut-être ajouter en fait à votre démarche ce qui relèverait d'une charte en quelque sorte, permettant de définir les bases de cette attente d'une part, mais aussi de cette qualité. Divina, est-ce que tu veux prendre la parole? Ah, je vous ai écouté attentivement. Est-ce que vous me voyez? Je sais pas. Si, oui. Oui. D'accord, ouf. J'ai enlevé mon masque. Non, j'écoutais avec gratitude les échanges qui ont eu lieu parce que c'est exactement ce qu'on espérait avec l'équipe un peu qui a organisé ça, que ce soit Fria, Savoir Devenir, Fake Off ou APM. C'est vraiment de se dire, on était un petit peu
un petit peu trop dans l'entre-nous. On voulait aller justement vers les territoires, vers les élus. Hein. Monsieur Auberti, merci beaucoup d'être là. On sait à quel point vous êtes pris. Et évidemment, l'éducation aux médias, dans l'éducation nationale, elle est centrale et elle a pris cette place depuis la circulaire. Hein. Maintenant, évidemment, c'est passer à la généralisation. On voit bien tous qu'il va falloir tous y mettre de notre huile de coude, parce que même s'il y a des profs doc, même s'il y a des référents EMI, même s'il y a le CLEMI, pour être dans la justice territoriale, là, il va vraiment falloir le faire. Et on a la chance en France hein, d'avoir toutes ces associations qui viennent plutôt du ministère de la Culture, hein, qui relèvent davantage, que ce soit pour le financement hein, ou la logique du ministère de la Culture. Et je pense qu'on a une opportunité hein, avec cet organisme qu'on voudrait monter, non pas comme suggéré dans la commission Bronner, hein, de le faire de manière interministérielle, hein, parce que ça resterait trop statique, ça enverrait un message un peu trop, on va dire, risque de dépendance hein, par rapport aux politiques. Hein. On voulait, hein, et je crois que ça correspond vraiment à ce que disent tous les membres de l'association, là, de dire il faut que ça vienne par le bas, par le fait que nous soyons dans une EMI qui est multipartenaire, hein, et que la richesse, c'est le multipartenariat, justement. Hein. Et donc, oui, à l'éducation nationale, qui est un acteur majeur pour accéder aux jeunes, mais on ne fait pas que les jeunes, hein, et ceux qui sont éloignés de l'information et des médias, c'est pas que les jeunes, donc là, il y a tout un rôle à jouer. Oui, il y a les journalistes, mais il y a les documentalistes, mais il y a tous ceux qui travaillent auprès des jeunes, les animateurs, les associations de parents. Hein. Merci dans la salle d'avoir été là aussi. Hein. Donc c'est vraiment un peu ce message qu'on voudrait faire passer, y compris à la population française, hein, que dans le désarroi actuel par rapport aux crises, on essaye de recréer de la confiance dans l'information, dans l'éducation, et que ça va passer par cet organisme que l'on imagine assez souple, mais qui quand même permettent que ce soit à l'éducation ou à la culture, mais aussi à la santé, voire à la justice, hein, parce qu'on a des publics aussi qui relèvent de ces ministères-là, de bénéficier des ressources qui existent, de les partager encore plus librement sur le territoire. Hein. Donc, merci Monsieur Auberti de nous signaler qu'il vaut plutôt s'adresser à la présidence. On pense que c'est le bon moment, parce que l'éducation nationale a fait cet énorme pas vers la généralisation. Le ministère de la Culture a fait un énorme programme de soutien depuis 4 ou 5 ans, mais ce n'est pas évalué. C'est pas encore aligné sur des compétences et il est absolument important de préserver la qualité. La qualité, ça va être sur les compétences et l'évaluation. Et pour ça, on a besoin d'un lieu où ça se centralise un peu, qui serve un peu de référence. Hein, et je crois que c'est vers là qu'on voudrait aller. On prend note de la charte de qualité, je pense, hein, Aude, Sylvain, pardon, Étienne. Ça y est, ça reprend la quinte. Mais voilà, le rôle de lobbying, hein, effectivement, y compris aider les référents EMI, hein, parce que je pense que on voit bien le soutien du côté de Toulouse, hein, mais c'est très inégal dans le territoire. Et il va falloir qu'ils soient aussi aidés pour pouvoir avoir accès à ces dispositifs et pouvoir remplir hein, ce parcours EMI formalisé dont je crois qu'on peut tous se féliciter. Hein. Et pour ma part, j'irais bien vers une instance qui serve un petit peu d'observatoire de cela et qui permette d'être un peu le référent, là aussi, effectivement. Hein, pas le guichet unique, hein, mais un guichet justement qui ouvre sur l'offre et une offre qui est hétérogène et qui doit le rester, à mon avis. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Divina. Alors avant qu'on finisse, on a parlé de financement. Le temps que tu reprennes ta respiration, parce que tu avais une idée. Il y avait une question tout à l'heure qu'on a éludée. Je suis aussi professeur documentaliste. Ouais. Et alors nous, à Toulouse, moi je suis à Toulouse, on n'a pas de mal à avoir accès à un catalogue d'associations, etc., notamment à travers le PLC, qui est un parcours laïque et citoyen qui recense des actions. Et puis maintenant, le Pass Culture, puisque dans le Pass Culture, il y a aussi le volet culture scientifique et esprit critique. Par contre, nous, le problème qu'on a, c'est que du coup, ce sont des actions qui sont perlées.
Et nous, dans l'éducation nationale, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'on ait une progression, il faut qu'on accompagne les élèves. Et donc ça, c'est vraiment très important qu'il puisse y avoir un travail en collaboration, mais total, pour monter les séances avec des actions, pour que ces actions s'insèrent vraiment dans une progression et aux besoins vraiment des élèves de l'établissement, de l'équipe éducative. Et non pas simplement proposer des actions dans lesquelles on pioche. Et moi, je ne trouve pas ça du tout pertinent et utile, clairement. Donc on est dans et le ça, même... c'est financé. Donc nous, tout est financé, hein, Ouais. et par le ministère pour le pass culture, et puis par le département pour le. Voilà, L'idée d'un organisme, c'est aussi justement de trouver on va revenir au financement, mais de trouver justement les solutions en fait pratiques, comme vous évoquiez dans le Lot par exemple, soit au plan administratif ou financier aussi, pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent et de structuré, parce que ce qu'on se dit là, c'est que ça manque de cohérence globalement, quoi. Et nous, ce qu'on propose, c'est une démarche collective pour avoir la cohérence des acteurs partenaires des institutions. Mais voilà. Donc justement, ça nous amène on retourne à la question du financement. Alors, Divina va partager une idée qu'elle a eue, qui pourrait nous permettre peut-être de structurer les choses. Glups, alors c'est là où vraiment elle a besoin d'une tribune au président. Parce que je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait un moyen de pérenniser cette instance si on la crée. C'est pas la peine qu'on fasse tout ce foin si au bout d'un moment ça se délite. Et on a donc besoin de quelque chose. Alors dans certains pays, il y a un opérateur comme le Clémy, mais des opérateurs plus indépendants du ministère, qui sont financés par différentes instances, des fondations, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers l'idée d'un fonds éducation aux médias et à l'information, sanctuarisé, c'est-à-dire dans lequel on puisse verser des sommes qui permettent de gérer cette espèce d'observatoire, je ne sais pas comment l'appeler pour le moment, un collectif, parce que c'est quand même l'idée d'un collectif, de manière à ce qu'il y ait un mini-secrétariat au moins, un site web qui soit bien mis à jour et qui serve de guichet pour toutes les autres activités qui existent, etc. Voire un rapport annuel qui puisse justifier éventuellement même du fait que des gens s'abonnent ou souhaitent en faire partie des associations ou autres. Mais je pense qu'il faut aller là où ça fait mal, c'est-à-dire en partie à ce qui vient de générer toutes ces crises en ce moment, c'est-à-dire les GAFAM, pour aller vite, que ce soit Google, Facebook ou autres, qui en ce moment arrosent ponctuellement certaines de nos actions EMI, l'école de journalisme de Lille, des choses comme ça, mais à nouveau, selon leur choix eux. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la volonté des acteurs localement. Donc moi, je serais pour soit proposer dans la tribune que 0,5%, 0,5%, c'est-à-dire vraiment rien de rien, ça n'affecte à peine leur budget annuel à ces plateformes, de la taxe qui sera prélevée sur les plateformes d'environ 15%, soit attribuée à ce fonds. Voilà. Et que d'autres fondations, si éventuellement veulent s'y inscrire et soutenir ce fonds, puissent en toute liberté le faire, que ce soit la fondation Orange, etc. etc. Mais ce qui est important pour nous, acteurs de l'EMI, c'est que cet argent soit neutralisé. Que Google puisse pas dire « Oh, c'est le collectif Google ». Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il dit en ce moment de l'Observatoire EDMO, Observatoire européen des médias numériques. Donc il faut que ce fonds soit un fonds EMI dans lequel il y ait plusieurs financements, y compris même que ça puisse être des financements des collectivités locales et territoriales, et que ça puisse abonder donc, cet observatoire et un certain nombre, évidemment, de projets, selon des critères qui seront clairement définis, etc. Pour moi, un des critères, clairement, c'est qu'on réponde aux compétences demandées par l'éducation nationale. Ça sert de cadre. Elles sont insuffisantes parce qu'elles s'occupent que de l'information. Et elles font croire que les jeunes ne se socialisent que par l'info, ce qui est absolument faux. Les jeunes se socialisent par les stories, par les séries, par les streams, par les smiles, par les selfies, etc., etc. Et je regrette profondément que l'éducation nationale ait retiré du Vademecum et EMI toutes les propositions en ce sens. Réduire l'éducation aux médias à l'information à l'actualité, c'est vraiment mettre en danger
l'équilibre des connaissances en ce moment, qui sont absolument nécessaires dans le numérique. Hein. Donc, je crois que justement, un collectif comme le nôtre pourrait revenir négocier avec le ministère de l'Éducation nationale et dire « D'accord, mais vous faites quoi pour les compétences créatives? D'accord, mais comment est-ce qu'on va repérer les compétences de présence en ligne, d'identité numérique, etc. etc. hein, dont nous avons, je crois, tous besoin. Pour le moment, je le dis franchement, moi, mon ressenti, c'est qu'on fait tous de la news literacy, comme on dit en anglais. Hein, c'est-à-dire qu'on s'occupe que de l'info, disons banalement, de la presse classique. Désolé les amis journalistes ici présents. Hein. Ça n'est pas possible, ça n'est pas tenable intellectuellement. Je vais t'enlever ton micro, en fait. Non, après. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, je dis ça parce qu'il reste qu'une minute, Divina, et la porte vient de s'ouvrir, il y a des gens derrière qui veulent venir. Il faut quand même, l'éducation nationale, elle crée une tête bien faite. Il faut qu'elle soit bien faite. Pour le moment, elle est déséquilibrée. Merci Divina. Non, mais j'avais manœuvré pour éviter justement qu'on tombe dans le débat sur la définition de l'EMI, parce qu'elle est mouvante et évolutive. Et l'idée d'avoir un organisme, voilà, l'idée d'avoir un organisme, c'est aussi qu'on puisse débattre de ça aussi à cet endroit-là, parce que si on avait tous la solution, ce serait bien plus facile. Merci à Divina. Il reste 40 secondes pour une question et une réponse. Ma question va être pertinente. Dans le dernier débat, Madame Le Pen et Président Macron, il a parlé de l'institution d'un Google européen ou français, il me semble. Dans ce cadre-là, est-ce que des positionnements, comment pensez-vous vous positionner? Est-ce que ça peut être important d'être présent, de dire des choses, puisque vous parlez des GAFA, voilà. Je ne sais pas si ma question est pertinente. Oui, je pense que c'est un autre sujet. En tout cas, les associations d'élus ont beaucoup insisté sur la question des données personnelles. Or, aujourd'hui, au travers des GAFAM, on voit bien qu'on n'est absolument pas dans le cadre. Et donc, l'idée, en fait, d'un Google européen, nous l'avons proposé au niveau d'intercommunalité de France, c'est simplement pour une question effectivement de protection, avant tout. Pas forcément de médiums supplémentaires ou de médiums cadrés qui rendraient service. Je pense que le MI, c'est voilà, bien au-delà de ça. Ouais. On n'a pas grand-chose de concret à vous proposer de plus. Notre rendez-vous du 10 mai prochain, nous, on va aux assises du journalisme et certainement on travaillera d'ici là à une ébauche de texte avec les associations qui sont déjà impliquées. Il faut qu'on trouve le moyen d'intégrer les autres aussi. Hein. Il ne s'agit pas de publier une tribune nationale le 10 au soir. C'est un projet et il faudra l'agrémenter et la travailler ensemble. Donc, non, mais en t'écoutant, je me disais, mais on n'a même pas d'adresse email pour pouvoir recevoir vos contributions, quoi. Ouais, ce serait bien de faire ça déjà. On va se débrouiller. Je pense qu'avec Willy, on doit pouvoir créer un truc et se mettre en contact. C'est des petits pas de fourmis qu'on est en train de faire pour essayer de construire un truc solide. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter, les camarades. Non. Merci à tous. Rendez-vous pour ceux qui seront là peut-être à Tours le 10 mai. Et sinon, on espère que vous allez entendre parler de nous. Voilà.